Voilà, donc la présentation va durer normalement, je pense, trois quarts d'heure, et puis il y aura 10 minutes de questions-réponses. Elle est structurée comme suit. D'abord, je vais vous présenter un peu le contexte de création de ce nouveau projet Life Ardennes Essai qui a démarré ici en janvier. Ensuite, je rentrerai dans un peu les objectifs, les enjeux du projet et les moyens mis en œuvre. Je ne sais pas si je dois aller par là ou par là. Je présenterai un petit peu les actions générales aussi. Voilà, vous avez une idée, parce que ça fait que démarrer, donc on n'a forcément pas un état d'avancement à vous présenter. Et puis Denis prendra le relais pour à ce moment-là cibler les actions préparatoires et du contenu un peu plus sérieux et scientifique pour vous dire voilà, une réflexion actuelle et comment est-ce qu'on met en place une première stratégie de restauration. Et puis des petites conclusions. D'abord, une dia super générale pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un projet Life et Natural 2000. Donc en fait, depuis, j'ai essayé de rapidement chercher sur Internet, etc. Bon, à mon avis, c'est des approximations, mais ça doit être plus ou moins correct. Depuis 1994, premier projet live chez Natagora, et à ce moment-là, Natagora était acteur d'environ 20 projets live. Et chaque fois, l'objectif global principal, c'était restaurer des habitats menacés, évidemment la biodiversité associée à ces habitats, et agrandir son réseau de réserves naturelles. Et pour ceux qui ne savent pas du tout, un projet live, en fait, c'est un programme de financement européen qui soutient les projets environnementaux et les projets de conservation de la nature dans l'ensemble des États membres de l'Union européenne, et principalement pour les projets Life Nature, qui est une catégorie de projets Life, principalement au sein du réseau Natura 2000. Et depuis le début de ce programme, en 1992, il y a 35 projets qui ont été réalisés ou qui sont en cours en région Wallonne pour un budget d'environ 200 millions d'euros. Donc, c'est pas négligeable. Et donc, Natagora a participé à 20 projets sur les 35, plus ou moins. Et donc ça, les projets live, vous les voyez sur la page web de Natagora. Hein. Ça, c'est en tout cas tous les derniers. Bon, si on reprend dans l'ordre, en remontant le temps, Life Ardennes Essai, celui que je vous présente aujourd'hui. Et puis, il y a le Life Allier Atlantique qui a démarré il y a un peu plus d'un an. Et puis, le Life B4B, Connexion, Anthropofence, Nardus, Pays Mozan, Carrière, Herbage, Prairie Bocagère. Et avant ça, il y en avait encore d'autres. Donc, il y a eu un live qui s'est appelé Roselière, Croix-Sky, Eliantem, Camp Militaire, Haute-Tueuse, Arnica, Raleigh-Genève, Val-Marie-Alcana. Et tous ces projets, en fait, si je vais essayer de les situer un peu géographiquement, donc ça, c'est la carte des zones territoriales sur lesquelles se base le département de conservation pour travailler dans les réserves naturelles. Et vous voyez qu'il y a 5 zones territoriales. Hein. Il y a le Brabant-Hainaut, région liégeoise, le Namurois, le Sud-Luxembourg et Haute-Belgique et Nord-Luxembourg. Canton de l'Est, c'est la partie nord de la province du Luxembourg. Et donc, vous voyez, environ pour chacune de ces zones territoriales, il y a un peu plus de 1000 hectares de réserves qui sont aujourd'hui créées en place, quoi. Et on a cherché toutes les vieilles couches cartographiques de tous les projets là que j'ai pu retrouver liés à la région Wallonne. C'est projets live portés par Natagora et aussi les autres. Vous voyez qu'il y a déjà une toute grande superficie sur lesquelles il y a des projets là qui sont déjà intervenus. Il y a des zones territoriales où ils sont moins favorisés que d'autres. Hein. Par exemple, le projet Life Vallée Atlantique est occupé, j'espère, à compenser ça au niveau du Brabant-Hainaut. Et si je fais un zoom sur la zone qui nous concerne aujourd'hui pour le projet Life Ardennes-Islek, on se trouve donc dans la zone territoriale Haute-Belgique, Nord-Luxembourg. Donc c'est une grande zone entre, on va dire, Bastogne, La Roche, Malmedy, Saint-Vith. Hein. Donc on va vous localiser un petit peu. Et la carte en dessous remonte en couleur toutes les réserves naturelles actuelles sur la zone et en jaune les réserves naturelles sur lesquelles il y a déjà des lives qui sont intervenus. Donc on se rend compte qu'il y a des réserves sur lesquelles il n'y a pas beaucoup de live et que les anciens projets là qui ont lieu sur cette zone-là, c'est Arnica, Papillon, Nardus. On se rend compte aussi que, ça je ne l'ai pas mis sur la carte, mais que au Grand-Duché de Luxembourg, qui se trouve ici, qui descend ici vers le bas, il y a aussi des besoins, encore des choses à faire. Et en fait, cette zone-là, j'en ai parlé, on est sur les grandes zones biogéographiques wallonnes, sur la zone de l'Ardenne. C'est des zones où il y a une faible densité de population, où il y a encore des habitats qui deviennent des très rares, et il y a encore des dégradations malgré tout. Et donc, il y a encore vous pourrez vous dire que sur certaines zones territoriales, il y a plus de projets que d'autres. C'est vrai, mais c'est parce qu'il y a des enjeux parfois plus
on juge, en tout cas nous, aujourd'hui, au sein de l'Intagram, plus important en termes de rareté, en termes de menaces, etc. Et donc, sur ce constat-là, qu'il y avait encore beaucoup de choses à faire dans ce coin-là, malgré 3 projets live qui ont déjà eu lieu, qui ont eu lieu récemment dessus, ben, on a fait un peu la liste des. Enfin, a été fait la liste des pressions, des menaces dans cette zone-là, des enjeux. Ça, c'est Federico, je ne sais pas s'il est là, il est là tantôt, mais enfin, je vais en parler après, qui a monté ce projet. Les cadres plus grande pression dans la zone. Donc, donc, comme je l'illustrais, vous voyez le dessin ici qui a été réalisé par Olivier Kins. Ben, ça illustre un petit peu un paysage idéal, idéal et en même temps traditionnel de la zone, avec encore ben, des milieux très naturels et des habitats très particuliers, très rares. On pense par exemple sur les hauteurs ben, des landes, des tourbières boisées sur les sommets, des prairies encore très, très riches en biodiversité, certaines espèces d'oiseaux papillons, ben, il y a encore les deux pigrièges, notamment la pigriège grise, sur lequel travaille maintenant pour l'instant le département études avec un plan d'action et qui est, elle, vraiment super menacée à l'échelle de l'Europe et en région Wallonne. Et la zone où elle se reproduit encore, c'est justement cette zone-là, et il n'y en a quasi plus ailleurs. Et puis 2 espèces de papillons, je vais y venir après. Et donc les enjeux, ben, c'est les enjeux d'intensification des pratiques agricoles. C'est encore lieu aujourd'hui. Dans le passé, il y a eu de l'abandon et énormément d'intensification. Heureusement, il y a des mesures de protection qui ont été mises en place, mais il y a encore des dégradations qui se font, des haies qui sont arrachées, des prairies qui sont labourées. Il y a des pressions d'urbanisation, hein, les villages continuent encore aujourd'hui à s'agrandir, on continue à construire le long des routes, des choses comme ça, et donc ça, ce qui provoque de nouveau pollution, aussi bien des eaux, des sols, de l'air, donc ces problèmes-là ne sont pas résolus encore non plus. Au niveau sylviculture, ben ça c'est surtout dans le passé, il y a eu énormément de plantations d'espèces exotiques, épicéas, peupliers, qui ont eu lieu sur tous ces habitats-là. C'est un peu moins maintenant, mais ça peut encore arriver aussi. Et après, la gestion des forêts, au niveau public, normalement, maintenant, aujourd'hui, elle est durable. Au niveau des privés, ce n'est pas considéré le cas. Et alors, il y a un changement climatique. Et là, ben, les phénomènes météo extrêmes qu'on vit aujourd'hui ben, ont un impact sur toutes ces espèces qui sont dans cette zone-là, où je ne l'ai pas dit, on est plus en altitude qu'ailleurs en région wallonne. Donc on a les sommets du plateau des Tailles et des Hautes-Fagnes. Et donc, il y a des milieux comme les prairies de fauche montagnardes ou les landes courbeuses qui se trouvent vraiment plutôt en altitude à ces endroits-là. Et donc, les espèces qui sont liées à ces habitats-là se trouvent là aussi. Et les conditions météo extrêmes font que ces espèces ben, souffrent plus, puisque ça se fait chaud, parce qu'il y a des sécheresses, parce qu'il y a des... Et donc, c'est encore plus nécessaire que jamais pour toutes ces espèces vraiment fragiles et qui ont tendance à essayer de se réfugier comme elles peuvent, d'agrandir les réserves, de les connecter entre elles et d'améliorer la qualité des habitats qui se trouvent dans les réserves. Et donc, pour toutes ces raisons-là, Enrico a beaucoup réfléchi, beaucoup travaillé pendant de nombreux mois. Il fallait trouver des sous. Ben, les projets, c'est une bonne manière d'avoir des sous. Il fallait se concentrer sur cette partie de l'Ardenne et la partie de la Haute-Ardenne. Ça avait du sens de collaborer avec les Luxembourgeois qui ont le même genre d'enjeu que nous. Ça avait du sens d'essayer de pérenniser l'équipe du Life Nardus et de continuer avec un projet à la suite. Et puis voilà, habitat prioritaire, espèces rares et menacées. Et donc il a soumis le projet et comme il a super bien rédigé ça, ben, 1 an après, le projet passait, c'était bon, était accepté par la Commission européenne. Et donc on a pu démarrer comme c'est le cas aujourd'hui. Quel est le contenu maintenant de ce projet, le contenu plus précis? Ben, voilà, il a fallu donner un titre général. Donc le titre, l'objectif général du projet, c'est de renforcer la connectivité d'habitats ouverts prioritaires et des espèces associées à travers une région transfrontalière ardennaise, quoi. Et donc il a sélectionné ben, voilà, la zone territoriale Haute-Belgienne, Nord-Luxembourg, comme je vous ai dit, avec 3 bassins principaux, hein, l'Amblève, l'Our et les 2 ours et la Wils. Et puis toute une série d'autres bassins côté Grand-Duché de Luxembourg, notamment aussi la Wils, la Sûre, l'Alzette, etc. Au total, ça totalise 47 sites Natura 2000, avec une possibilité de travailler aussi en dehors des sites Natura 2000, jusqu'à dans une zone tampon, jusqu'à 5 km de distance par rapport à ces zones. Il a réussi à obtenir un budget de presque 13 millions d'euros, avec 67% qui sont cofinancés par la Commission européenne, ce qui est très confortable, 32% par les régions, et donc il reste 1% pour Natagora, pour la partie en tout cas des actions de Natagora, il y a que 1% à trouver, donc c'est un projet où on est très confortable au niveau financier. C'est un projet de 7 ans, on est confortable au niveau du temps aussi.
Au niveau luxembourgeois, il y a deux partenaires, c'est la Fondation Elfir Nature et Nature MVL, qui sont nos associations sœurs au niveau grand ducal, quoi. Et l'objectif global, je vais venir dans les détails après, c'est de restaurer au total 450 hectares d'habitat. Par rapport au budget, il y a plus 1% qu'on doit trouver, mais les autres partenaires n'ont pas de l'argent. Si, les autres partenaires, c'est les mêmes proportions partout. Donc, 67% du budget global est payé par la Commission européenne, chaque partenaire. 32% est payé par leur ministère. Donc, nous, pour le ministère, dans le DNF, au niveau grand-ducal, par le ministère de la Nature. Et puis, chaque partenaire a 1% à payer. Ah oui, d'accord. Ouais. Voilà. Et alors, l'objectif global, ben, c'est 450 hectares d'habitat restaurés et 110 hectares de terrain acheté, répartis sur les deux pays. Je me vois, ça, je ne sais pas où je vais me mettre, du coup. C'est bon. Plus dans les détails, ben, il y a toute une série d'habitats à restaurer dans ces 450 hectares au total. J'ai chaque fois mis un peu les objectifs wallons et luxembourgeois, comme ça vous avez une idée. Et donc, c'est des habitats qui sont déjà en cours de restauration dans d'autres projets live, et qui ont été déjà restaurés par des projets live précédents aussi. C'est des habitats qu'on commence un peu à connaître ici au niveau du département. Donc, il y a les prairies de fauche montagnardes. Donc, ça, c'est des prairies submontagnardes, c'est des prairies avec une grande diversité d'espèces, sur des sols a priori plutôt secs et pauvres. Et nous, on les a catégorisés en termes d'altitude entre 300 et 550 mètres d'altitude, pour les distinguer des prairies de fauche montagnardes, qu'elles vont se retrouver plutôt à 550, au-delà de 550 mètres d'altitude, donc vraiment propre à notre zone territoriale. Le principe est le même, c'est des sols pauvres aussi, énormément d'espèces dans ces prairies aussi, mais des espèces plus typiques, on va dire, de montagne, quoi. Et puis, le troisième type de prairie sont les prairies à Moligny, qui est une prairie aussi avec très très riche en diversité aussi, toujours sur des sols très pauvres, mais des prairies plutôt humides en hiver et qui ont tendance à s'assécher en été. Et donc là, voilà, vous voyez les objectifs. Nous, l'Atagora, on doit restaurer 50 hectares de prairies de fauche submontagnardes, 40 de prairies de fauche montagnardes et 8 de prairies à Moligny. Après, on a d'autres types d'habitats que sont les landes et les nardés. Les nardés, c'est un peu comme des prairies, mais le sol est encore plus pauvre, et du coup, la végétation va pousser moins haut. Donc, on va se retrouver avec un faciès plutôt de pelouse, par distinction des pelouses calcaires, où il y a plein de collègues qui travaillent là-dessus pour l'instant. Là, c'est des pelouses plutôt acides. Voilà. Et les landes, c'est toujours des sols très pauvres aussi, mais là, qui sont tendance à être moins gérés. En général, les nardés, tout comme les prairies, les prairies, on va plutôt les faucher, les nardés, on va plutôt les pâturer, on pourrait les faucher aussi. Et les landes, a priori, là, la gestion est moins intensive encore, normalement pâturée, et elle est dominée du coup par les arbrisseaux. Donc il y a plusieurs d'arbrisseaux qui peuvent se développer, des bruyères, des calunes, des myrtilles, c'est les principales. Et en fonction du caractère humide, tourbeux ou sec de la zone, ben, on parle de landes sèches ou de landes humides. Et là, à nouveau, les objectifs, 35, 25, 15 hectares pour nous à restaurer. Ça fait au total, en termes d'habitat, il y a encore des habitats après, sur les 450 hectares, l'Atagora doit restaurer 250 hectares. Deux autres habitats encore, les boulets sur tourbe, les forêts à la Guyane, donc des habitats vraiment forêt. Boulets sur tourbe, c'est plutôt des développements de bouleaux sur des sols paratourbeux, donc très très humides, je trouve vraiment sur les plateaux ardennais, avec une couverture au sol plutôt de seigne qui constitue la tourbe. Et les forêts alluviales, plutôt des forêts lorsqu'ils se développent le long des cours d'eau, sur des sols très riches qui sont enrichis par les alluvions déposées par les crues des cours d'eau. Voilà. Et là aussi, l'objectif 17 et 10 hectares. Et puis, on a des objectifs plutôt liés aux espèces. Et donc là, c'est les 4 espèces qui étaient illustrées sur le dessin d'Olivier. Les 2 pigrièches et leurs 2 papillons, le damier de la succession et le cuivré de la bistorte, voilà, que la plupart d'entre vous connaissez déjà aussi. Et là, en termes d'objectifs, pour favoriser ces espèces-là, on a des plantations de haies, 10 km de haies côté Wallon, 10 km côté Luxembourg, 150 arbres à planter, plutôt de type verger, des choses comme ça, ou des arbres isolés dans les réserves, quoi. Et puis, des prairies à succise pour le damier à succise, 20 hectares, et des prairies à bistorte pour le cuivre et la bistorte, 28 hectares. Et en plus de ça, on a une action de réintroduction de damier à succise,
Il y a des élevages qui sont bien en cours en Allemagne. C'est une action qui avait déjà été bien préparée par Dominique Lafontaine et par Philippe Goffard. Et donc là, on est censé réintroduire au cours du projet 10 nids de papillons sur 8 sites différents, de manière à créer une métapopulation qui va pouvoir se développer au sein de notre réseau de réserves naturelles et des sites restaurés, et en l'occurrence des prairies sur lesquelles on aura réintroduit, renforcé les populations de succès. Et donc, en termes d'enjeux par rapport au reste de l'Europe ou à la région Wallonne, ben, là, vous avez un tableau qui représente l'ensemble des principaux habitats qu'on doit restaurer. Et en rouge, ben, ce sont les états de conservation de ces habitats au niveau de l'Union européenne, au niveau de la Belgique, au niveau de la région Wallonne, au niveau de Luxembourg. Et donc, vous voyez que tout est rouge ou quasi partout. Donc, c'est vraiment tous des habitats qui sont en état de conservation vraiment défavorable à toutes les échelles. Au niveau des espèces, ça va un peu mieux à l'échelle européenne, oui, mais au niveau wallon et luxembourgeois, ben, vous voyez, la picrièche écorcherelle se porte de mieux en mieux, mais au Luxembourg, ça reste vulnérable. Picrièche grise, ben, voilà, elle est vraiment en danger critique, surtout au Luxembourg. Et cuivré, damier, ben, vous voyez que ça varie un petit peu, mais globalement, c'est les papillons qui vont pas bien. Le Démélac suicide en Belgique, ben, il reste a priori plus qu'une population, une ou deux. Et donc voilà, l'idée, c'est bon, c'est un papillon qui a tendance à mal vivre, notamment le changement climatique. Euh, mais donc on va essayer de, voilà, essayer de voir si moyen d'améliorer ça encore à la dernière minute. Et au niveau des contributions du projet, ça c'était une demande de Jean-Yves, de contribution du projet aux objectifs wallons, parce que l'objectif wallon, ben, il y a un arrêté de gouvernement wallon qui date de 2016, mais il y a aussi le schéma d'action prioritaire, le PAF, qui, tous les 6 ans, redéfinit des objectifs à l'échelle de la région Wallonne. Donc ici, on est dans le schéma qui date 2021-2027. Vous voyez qu'on s'inscrit dans ce schéma-là aussi. Et donc, ce que j'ai entouré en rouge, ce sont le pourcentage d'influence sur le PAF qui dépasse 10%. Et donc, voilà, tout ce qui va être, par exemple, restauration de landes humides, landes nardées, près de Fauche, montagnardes, ou prairies à damier de la Succise, ben là, donc on va contribuer assez significativement aux objectifs wallons. Donc, tout ça veut dire que le projet a été rédigé par Federico, Dominique, Joël, avec tout ça derrière la tête, avec l'idée qu'il y a des gros enjeux et qu'il faut essayer d'avancer là-dedans. Ça, c'est vos objectifs. Au niveau de l'équipe, je ne sais pas si vous avez déjà rencontré tout le monde. On a été engagé assez vite, sauf Stéphanie qui est arrivée au début avril, mais je pense qu'elle était là une journée aussi de département. Donc, côté d'Atagora, il y a 11 personnes qui travaillent potentiellement sur le projet, mais en partie en temps partiel, donc ça fait 5,6 équivalent temps plein. Il y a Inès Poumet, Benoît Dandrin, moi, Corentin Thomas, Nicolas Winan, Nél Arden, Philippe Collas, Pascal qui travaille en temps partiel, enfin, un petit peu avec nous, mais qui travaille surtout dans l'équipe d'Hubert, Denis qui est là, et Freddy Mosen. C'est vrai que ceux qui sont à distance, vous ne voyez pas mon doigt, donc je ne peux pas montrer sur le fond. Voilà. Et alors, sur la photo, ah oui, et j'oublie, dans l'équipe Natagora, il y a aussi Stéphanie qui est là, Stéphanie Terren, on a déjà vu. Et puis le reste, sur la photo droite, c'est l'équipe équipe luxembourgeoise. Là, ils sont 8 personnes potentiellement à travailler sur le projet, avec 4,7 équivalents temps. Voilà. Alors, après, ben maintenant, rapidement, les actions générales hein, qui commencent qu'on compte atteindre tous ces objectifs. Ben, les projets là sont structurés par Work Package, comme c'est le cas sur la plupart des projets européens. Il y en a 7 chez nous. Chaque Work Package est décliné en plein de sous-actions. Hein. Je ne vais pas vous montrer toutes les actions ici, c'est juste pour vous montrer vous avez une idée générale. On est déjà occupé à avancer sur la plupart de ces actions, mais on n'est qu'au début forcément. Et donc le premier Work Package, c'est tout ce qui va concerner la gestion de projet et la coordination générale. Et je me suis amusé à mettre chaque fois sur chaque dia en vert les collaborations en interne qu'on a aussi, nous, au niveau de l'équipe du département, mais aussi avec les autres départements. Et là, on se rend compte qu'au quotidien, il y a une transversalité énorme. Et moi, qui ai quitté Natagora pendant 3 ans pour revenir, j'ai vraiment l'impression que cette transversalité, elle s'est très fort améliorée depuis l'époque où j'étais là. Et je trouve ça super chouette et efficace. Quoi. Donc, ça, c'est vraiment très chouette. Et donc, voilà, tous ces premiers Raw Package là, ben, on travaille évidemment main dans la main avec
département admin et finance, avec le département fundraising et avec évidemment Joël et le reste de l'ED. Deuxième work package, c'est tout ce qui est action préparatoire. Et là, Denis va rentrer dans les détails d'ici quelques minutes. Mais en gros, c'est les actions d'inventaire sur le terrain préalable. Pour essayer le but, c'est de répondre à la question, ben, qu'est-ce qu'on va le faire, où on va faire, où on va le faire, sur quoi on va donner priorité. Ce sont des questions fondamentales pour bien avancer sur le projet. Et là, on travaille quasi au quotidien avec la cellule suivi biologique et de planification du département. Donc ça, c'est l'équipe de Hubert. Et le département études, puisqu'il y a notamment au niveau des pies grièches, pour certaines espèces, il y a des actions communes, et notamment on travaille avec les jardins, quoi. Le troisième au paquet, c'est tout ce qui est achat de terrain. Donc là, c'est déjà une illustration. On avait la chance d'avoir comment ça s'appelle, le programme de financement précédent qui s'appelle, j'oublie toujours le nom, Protégé, merci, qui a permis d'acheter déjà plein de terrains avant le projet et qui a permis aussi, notamment à Corentin, de préparer les achats de terrain, de préparer les dossiers. Et donc, ça veut dire qu'en début de projet, on se retrouvait déjà avec toute une série de dossiers d'acquisition quasi finis, qui ne faisaient plus de signer. Et aujourd'hui, on est déjà plus ou moins à 45 hectares sur les 100 à acheter. Donc, voilà, ça démarre fort, quoi. Et au niveau des achats de terrain, c'est donc Corentin et Inès qui principalement vont se charger des achats. Corentin sur la zone francophone, Inès sur la zone germanophone. Ça, c'est un exemple. Voilà, une parcelle de 2 hectares qu'Inès a réussi à acheter, enfin, signer une promesse de vente ces dernières semaines, d'une très belle, enfin, on ne la voit pas là sur la photo, mais d'une prairie encore non amendée, encore préservée, qui est une prairie un peu bijou, qu'on a encore réussi à sauver par rapport à l'ensemble des zones agricoles intensives, quoi. Et là, pour ces actions-là, on travaille forcément main dans la main avec la cellule protection foncier, donc Joël et Nora, et avec aussi Natagora BNVS. Donc les volontaires de Natagora nous aident très fort dans les achats, dans les discussions avec les propriétaires privés. Et même certains d'entre eux ont les droits de signature au niveau des actes d'achat. Après, il y a la grosse action 4, la gros package 4, qui est tout ce qui est action de restauration et de conservation. Et donc là, dans l'idée de structurer nos bases de données, aussi de réfléchir un peu comment on fait, Denis travaille beaucoup pour l'instant sur tout ce qui est réflexion par rapport aux itinéraires techniques de restauration et s'est amusé à définir toute une série de types de travaux de restauration de manière à parler le même langage entre nous, avoir un vocabulaire commun qui n'est peut-être pas le vocabulaire que vous utilisez dans les autres projets live, mais voilà. Et donc, globalement, dans tous ces types de travaux, il y a toute une série de travaux de déboisement qui peuvent être tout simplement coupe d'arbre, mais parfois ça peut être annelage. Le annelage, c'est écorcer l'arbre de manière à ce qu'il meurt et qu'il reste sur pied et avoir un arbre mort qui est intéressant aussi en réserve. Des boissons aussi par arrachage. Et puis après, il y a tout ce qui va être nettoyage. C'est des machines qui vont peigner. Là, je parle à ceux qui n'ont pas l'habitude de projet là, qui connaissent. Mais, ça, c'est des machines qui vont à ce moment-là peigner les résidus de déboisement, les branches, tout ce qui va rester sur le sol, de manière à avoir un sol dégagé le plus pauvre possible après pour les habitats. Et puis, il y a toute une série d'actions qui vont être plutôt de type broyage, gyrobroyage, fraisage, mulchage, voilà. Et là, en fonction des profondeurs, du type de ce qui est broyé, on a essayé de distinguer les choses. Il y a des actions aussi de raclage. Ça, c'est pour illustrer, par exemple, le broyage. Il y a toute une série d'actions de raclage de sol, étrépage, décapage, raclage. Là, c'est dans l'idée d'enlever la matière organique ou la couche superficielle du sol de manière à soit de revenir à une banque de graines, soit de revenir à un sol plus pauvre. Et puis, il y a les actions parfois de fauche de restauration, il y a des actions de bouchage de drains si les terrains ont été drainés, des actions de herçage pour rendre le sol le plus plat possible et le plus facile à gérer possible après, si on décide de le gérer par fauche. Et puis des actions de semis, de sursemis, de plantation, de bouturage. Et puis des actions d'installation d'infrastructures, de clôture, abri pour le bétail, des choses comme ça. Éventuellement des actions de gestion des espèces invasives aussi. Voilà. Tout un panel. Et là, de nouveau, pour ce work package-là, on travaille beaucoup avec les volontaires de BNVS et on n'a pas encore beaucoup de travail avec eux, mais l'idée c'est de travailler aussi avec le département volontariat pour nous aider à mieux toucher les volontaires et rassembler les volontaires dans ces actions-là qui sont super importantes aussi.
Bon, package 5, c'est tout ce qui est monitoring, évaluation. Donc là, l'idée, c'est de démontrer à la Commission européenne que ce qu'on fait n'est pas perdu, qu'on le fait sérieusement et que les résultats vont vers du mieux en termes de biodiversité, en termes d'état de conservation des habitats. Et là, de nouveau, on travaille avec la cellule suivi biologique de planification et le département études, plus des experts extérieurs en fonction des habitats ou des espèces qu'on veut suivre. Ben, ça peut être des spécialistes du DENA, de l'universitaire, etc. Bon, paquet 6, c'est tout ce qui est communication, dissémination et mise en réseau. Et donc là, on travaille forcément avec le département commun, mais aussi avec le département éducation et sensibilisation, le département politique et plaidoyer, quand il faut faire des événements avec des politiques, le département volontariat, BNVS, et la cellule accueil du public et commission de gestion au sein du département, qui est coordonnée par Hugues. Et voilà, et donc là, pour l'instant, on démarre là, on est en plein travail par rapport à ça, on prend même un petit peu de retard, ça peut être des publications dans des magazines, c'est le site internet, c'est des visites guidées ou des discussions sur le terrain. J'ai laissé ça parce que c'est une anecdote, mais on n'est pas encore arrivé aujourd'hui, après 5 mois, à se mettre d'accord sur un logo, parce qu'avec les partenaires, c'est compliqué, avec les départements, ça n'a pas de facile non plus, et donc finalement, voilà, on touche au but. Tu veux qu'on vote? Non, non, surtout pas. Et le dernier work package, c'est tout ce qui est actions qui vont permettre de garantir la durabilité du projet en termes de gestion, en termes de transfert des compétences, transfert des connaissances, réplication, etc. Gestion durable, hein, que ce soit avec des agriculteurs, que ce soit nous-mêmes avec les agents de terrain ou dans des journées de gestion. Ou avec le détail qu'on pourrait posséder. Et là, du coup, c'est en main dans la main avec la cellule gestion et société agricole. Là, c'est sur lequel travaillent Enora et Eric. Voilà, ça c'est pour rapidement toutes les grandes actions. Et je crois que je peux passer la parole à vous. Okay. Merci Dalier, bonjour tout le monde. Voilà, je ne serai pas très très long, j'ai essayé de résumer un peu la manière dont on procède au démarrage du projet en termes de stratégie, de restauration, planification, etc., sachant qu'on est vraiment au tout début, que c'est en développement continu. Alors vous avez vu le périmètre de projet tout à l'heure, hein, on est sur une surface qui est gigantesque. Et donc la première question qui se pose, c'est par où est-ce qu'on va attaquer le morceau. Et donc, en général, quand quelque chose est trop gros, ben, on le découpe en plusieurs morceaux. C'est ce qu'on a fait, comme tous les autres projets Life, hein. Donc, la première réflexion, ça a été de découper le périmètre en secteurs, avec une logique qui était la logique d'abord des réserves Natagora. Une réserve Natagora égale un secteur. Et quand il n'y avait pas de réserve Natagora disponible dans la zone, on a suivi la logique des réseaux hydrographiques et des bassins. Et donc, on a délimité 65 secteurs différents dans la partie wallonne du périmètre de projet. Et on a attribué un nom à chacun de ces secteurs. Quand la réserve Natagora existait, c'était le nom de la réserve, mais sinon, c'est le nom de la vallée, du ruisseau, etc. C'est assez important pour savoir entre nous, quand on parle d'un endroit, de pouvoir discuter, échanger de l'info sans qu'il y ait de confusion. Et alors, la deuxième chose qu'on a fait, c'est d'essayer d'établir un degré de priorité d'action au sein de ces 65 secteurs, sachant qu'on a des dizaines de milliers d'hectares dans le périmètre de projet et qu'on va travailler à l'échelle wallonne sur 250 hectares. Donc, pour ne pas avoir un effet d'éparpillement, de saupoudrage des actions sur une zone géographique très, très importante, on a jugé utile en tout cas d'essayer de concentrer les efforts dans les zones où c'est prioritaire. Mais comment établir ce degré de priorité? Et donc on a fait une évaluation de tous les secteurs avec plusieurs critères différents, avec un processus d'intelligence collective. Donc on s'est mis tous autour de la table avec nos connaissances diverses, variées du terrain, etc. Et on a évalué pour chacun des secteurs la qualité de différents critères. Le premier critère, c'était les possibilités d'étendre les réserves naturelles existantes, Natagora. Le deuxième critère, c'est
quels sont les besoins en termes de restauration à l'intérieur de ces réserves. Donc, sont prioritaires des réserves dans lesquelles il y a du boulot à faire en termes de restauration des habitats, de nos habitats cibles. Vous aviez parlé du projet Air Protégé, et notamment de la boulimie foncière de Corentin. Effectivement, on a un projet très chanceux dans la mesure où on a déjà un capital de terrain à travailler. Ce n'est pas le cas de tous les lives, qui est relativement important. Donc, on va effectivement travailler sur des acquisitions qui ont été faites dans le cadre du projet Air Protégé, avec les moyens du LIFE en matière de restauration des habitats. On a retenu aussi comme prioritaire le critère de présence potentielle d'habitats rares. Donc, il y a des habitats qui, à notre échelle, sont relativement rares parce qu'ils sont rencontrés dans des conditions écologiques qui sont assez limitantes. Par exemple, les sols tourbeux pour les landes humides, les boulets tourbeuses, ou alors des zones en altitude pour les prairies montagnardes. Et puis alors, le dernier critère, c'était la présence d'habitats ou de noyaux de population importants des deux espèces de papillons sur lesquels on va travailler, bon, Lycénae et Euphiedria saurinia, pour ce qu'il en reste dans notre périmètre, c'est-à-dire quasiment que rien du tout. On a pondéré chaque critère et puis on les a agrégés. On a obtenu un espèce de score, hein, c'est un espèce d'examen avec une série de questions, avec des points. Et le nombre de points à la fin est d'autant plus élevé que le secteur est prioritaire. Et donc il y a un classement qui a été fait et on a tiré une ligne arbitraire plus ou moins à la moitié des secteurs. Et donc on a retenu 50%, donc 33 secteurs qui ont été retenus comme prioritaires. Avec en plus un bonus qui était que tout secteur qui était frontalier avec les secteurs luxembourgeois était d'office prioritaire pour faciliter les actions transfrontalières. Oui. Et si jamais demain un propriétaire vous contacte pour vendre 5 hectares de prairies souches dans une zone non prioritaire, comment vous réagissez du coup? Ben, on shift. Donc, ça, je ne l'ai pas dit, mais ce n'est pas une classification qui est complètement rigide. Et donc, c'est clair qu'un secteur sur lequel il y a une opportunité intéressante pourrait devenir prioritaire. Donc, c'est plus avec une visée d'orienter nos actions au départ, mais ça sera amené à évoluer. Et je suis sûr qu'il y a des secteurs qui ont des très hauts scores pour lesquels on va pas faire grand-chose d'ici la fin du projet. Donc, voilà, ça c'est pour vous montrer un petit peu la logique hein, de découpage en secteurs, une couleur, un secteur. Voilà, si vous connaissez un peu les réserves dans le coin, bah, vous connaissez les noms des secteurs aussi. Le buffer de 5 km, c'est gigantesque, évidemment. Donc, on travaille toujours en live avec une logique qui est toujours une vieille logique quand même de priorité au réseau Natura 2000, mais avec une souplesse qui est maintenant de pouvoir acheter des terrains et d'agrandir des réserves en dehors du réseau. Et ça, c'est vraiment super. Moi qui ai travaillé sur des lives, on était vraiment coincé dans le périmètre Natura. C'est vraiment très, très intéressant de pouvoir travailler comme ça. Et voilà ce que ça donne en termes de priorité de secteur. Donc, tout ce qui est en vert, c'est les secteurs prioritaires. En rouge, c'est des secteurs qu'on a exclus parce qu'ils avaient un score faible, mais aussi parce qu'il y a d'autres acteurs, notamment la région wallonne, qui est très active. Et donc, c'est des secteurs dans lesquels la proportion de R&D est très importante, réserve naturelle domaniale. Et donc, a priori, on n'a pas grand-chose à y faire en priorité avec un live Natagora. Alors là, la deuxième réflexion qu'on a eue, c'est on a toute une tripotée d'habitats cibles. C'est relativement là l'éventail, on est sur 10 habitats différents qui ont des écologies, des dynamiques, des évolutions, etc., qui sont très très différentes et des distributions, des surfaces, etc. Et donc on s'est dit est-ce qu'on va aborder tous ces habitats-là de la même manière? Et la réponse évidemment intuitivement est non. Et ce qu'on a essayé de faire, c'est de définir quels sont les grands faisceaux de stratégies de restauration écologique, de conservation qui existent. Et est-ce qu'on peut pondérer ces différents faisceaux-là en fonction des différents habitats sur lesquels on va travailler? Et on a distingué 4 catégories
ce qu'on appelle restauration. La stratégie restauration, c'est améliorer l'état de conservation de l'habitat existant, qu'il soit oui ou non à l'intérieur de sites protégés. La deuxième stratégie, c'est l'extension, donc c'est étendre la surface occupée par les habitats. Troisième stratégie, c'est la création, donc c'est à partir d'habitats très dégradés ou inexistants, de créer de nouvelles surfaces d'habitat dans des secteurs où ils sont rares ou absents. Et la quatrième stratégie, c'est la stratégie connexion, c'est créer des patchs d'habitat qui vont avoir un rôle d'améliorer la fluidité de la connectivité écologique, donc la possibilité de déplacement des graines de plantes, des animaux entre les différents habitats. Et de nouveau en équipe et de manière individuelle, on a essayé d'attribuer une cotation 1+, 2+, 3+, à chacune des stratégies pour chacun des habitats cibles. L'idée, c'est évidemment d'avoir une espèce de vision globale de ce qu'on va faire à l'échelle du périmètre du projet. Et chaque fois qu'on va être amené à poser un choix de restauration à l'échelle d'une parcelle, de se dire, OK, qu'est-ce que je fais globalement? Est-ce que cette restauration de 2 hectares de prairies, est-ce qu'elle se rattache à de la création d'habitat, à de l'extension, à de la restauration et à de la connexion? Et de manière corollaire, puisqu'on s'est mis d'accord sur des priorités d'intervention et de stratégie en fonction des habitats, est-ce que cet acte de restauration se rattache ou pas à la stratégie globale qu'on s'est fixée? Alors, on a essayé aussi de définir quelles sont les conditions écologiques favorables à l'apparition et au maintien des différents habitats qu'on cible, en retenant évidemment les caractéristiques écologiques fondamentales. Et donc, on a retenu essentiellement l'altitude, la nature du sol, notamment en termes d'humidité, mais en termes aussi de présence de nutriments, ce qu'on appelle l'oligotrophie. Donc, un sol eutrophe, c'est un sol qui est plein de nutriments pour les plantes. Un sol oligotrophe, c'est un sol très contraignant avec très peu de nutriments disponibles pour les plantes. Le contexte paysager aussi, parce que les habitats se forment et se maintiennent dans des contextes à l'échelle du paysage qui sont parfois aussi spécifiques. Et puis alors, quelque chose de très important, c'est l'historique, puisqu'on parle de restauration écologique. La restauration écologique, pour moi, c'est la création de quelque chose ou l'amélioration de quelque chose qui préexiste avant, quoi. On n'est jamais, même s'il y a une stratégie de création, on n'est jamais dans de l'ingénierie écologique qui est de décider à tel endroit, en apportant de l'eau, de l'argile, du phosphore, de l'azote, des graines de plantes et des papillons, de créer un habitat comme on pourrait créer quelque chose dans le fond de son jardin. Donc on est dans une logique évidemment de respect et c'est comme ça que ça fonctionne d'ailleurs du passé et de la dynamique écologique locale. Et alors, dernier point, enfin presque dernier point que j'aborderai, là c'est à l'échelle vraiment de la parcelle, c'est comment est-ce qu'on va s'organiser entre nous pour faire les plans de restauration des sites. Donc un plan de restauration, c'est quoi? C'est une opération qui vise à déterminer quel type de travaux on va faire à quel endroit, avec quel objectif, quel timing, quelles conditions, etc. C'est ce qu'on fait tous évidemment dans la phase opérationnelle des projets LIFE. Et donc là, on a, oui, je suis un peu plus loin que mon slide. Et donc, oubliez ce que je viens de dire il y a 2 minutes. Pour revenir au sujet réel de Madeleine, qui est effectivement, avant de faire ces fameux plans de restauration dont je vais vous parler un petit peu par après, il y a une grande question qui se pose à un opérateur chargé de mission live, c'est quel type d'habitat est-ce que je vais restaurer? Et donc là, on a essayé aussi de définir une espèce de procédure en 6 étapes pour dire, voilà, sur cette coupe résineuse, est-ce que je vais y faire de la lande humide, de la lande sèche, de la nardette, de la prairie de fauche, restaurer une prairie pour Lycénaélé. Et donc, les 6 étapes, je vous les présente maintenant. La première étape, c'est pour moi la plus importante, c'est le feeling. Le feeling, l'expérience. Donc, c'est quoi, quand vous êtes sur la parcelle, ce que vous ressentez par rapport au devenir, au potentiel
de restauration de la parcelle. Alors, on a évidemment plus de feeling quand on travaille depuis 15 ans sur les projets que, comme certains membres de notre équipe, on vient d'être juste engagés. Et donc, c'est pour ça qu'il y a d'autres étapes qui suivent après. Mais pour moi, cette première étape est super importante. Et puis, on va challenger notre intuition avec des critères qui sont plus objectifs. On va faire une caractérisation écologique de la parcelle. Donc, de nouveau, c'est quoi le sol? On est à quelle altitude? C'est quoi l'historique de la parcelle en faisant un voyage dans le temps avec les cartes et les photos aériennes? On va tenir compte de la faisabilité de la gestion parce que ça ne sert à rien de créer un super truc avec les millions de live pour qu'après, il y ait des agents de terrain qui rament derrière ou un agriculteur qui rame derrière pour essayer de gérer ce qu'on a mis en place. On va essayer quand même de voir si ce qu'on fait à l'échelle locale, comme je disais tout à l'heure, se raccroche aux grandes décisions qu'on a prises en termes de stratégie générale de restauration. On va voir s'il y a assez de sous pour le faire et si ça rentre dans les objectifs contractuels du projet LIFE. Et puis le dernier critère, et ça on s'est tous mis d'accord, on va toujours, quand il y a plusieurs options possibles, privilégier l'option la plus sobre d'un point de vue du coût, mais aussi du coût financier, mais aussi du coût environnemental des opérations. Donc Xavier a montré des super grosses machines, vous imaginez bien qu'elles ne fonctionnent pas avec des pédales. Et donc, on sait qu'on est dans un problème mondial d'utilisation abusive des ressources et de l'énergie. Ben, on serait un peu mal pris avec les lives d'être aussi dispendieux par rapport à l'énergie et à l'argent qu'on peut l'être pour faire voler des avions ou pour extraire du pétrole, etc. Donc voilà, on ne sera pas complètement cohérent, évidemment, mais on essaiera en tout cas de l'être un maximum. Voilà, l'idée aussi d'avoir cette procédure, c'est d'homogénéiser entre nous la manière dont on travaille. Et donc, il y a une petite fiche d'aide à la décision que chacun prend sur le terrain et qui permet de ne pas oublier les différentes étapes et de cocher les différentes cases avec, on l'espère, des décisions qui seront la plus adéquates possible par rapport aux habitats objectifs. Et alors, j'en termine avec un beau schéma. Voilà, en termes de préparation du projet, c'est un peu la manière dont on fonctionne. Donc, on va fonctionner sur 3 faisceaux d'activité. Donc, c'est le vertical dans mon diagramme. C'est travail sur le terrain, des inventaires, des visites de sites, etc. C'est des échanges entre personnes, entre collègues au sein de l'équipe, avec d'autres projets live, avec d'autres départements chez Natagora, des échanges avec les volontaires aussi chez Natagora, et puis des échanges avec des experts, comme disait Xavier, des gens qui ont beaucoup d'expérience dans la restauration et dans la gestion des habitats qu'on va aborder. Et puis, je vais dire une partie analyse. On a des outils cartographiques maintenant qui sont super précis et qui sont super puissants. On peut sortir des choses en restant assis devant son PC qui sont assez intéressantes en matière de planification de la restauration. Et puis j'ai mis maths aussi. On va faire notamment, grâce à des expertises qui ont été développées par d'autres, des analyses de connectivité qui vont permettre aussi de poser certaines questions intéressantes en matière de planification des restaurations. On va travailler à 3 échelles géographiques, j'en ai déjà parlé. Donc, on a une stratégie globale. C'est les fameux restauration, extension, création, connexion. Et Xavier en a parlé, je ne vais pas en parler beaucoup aujourd'hui, mais on est en train de visiter toute une série de projets restaurés par d'autres projets avant nous, avec des reculs de temps qui vont jusqu'à 20 ans maintenant. Et donc, on est beaucoup plus confortable pour savoir ce qui marche et ce qui marche moins bien aujourd'hui qu'il y a 15 ou 20 ans. Ça, c'est à l'échelle globale. J'ai, je vais dire, l'ambition finale d'arriver à une espèce de clé décisionnelle des itinéraires techniques et des habitats objectifs. En tout cas, pour notre périmètre de projet, c'est en train de se mettre tout doucement en place. On va travailler à l'échelle des secteurs prioritaires. C'est ce qu'on appellera les plans opérationnels. Et donc là, va nourrir ces plans, outre les discussions entre nous, les analyses de connectivité, les analyses cartographiques, les analyses de contraintes légales, etc.
et puis des inventaires de terrain complémentaires qui vont permettre de compléter les informations qui manquent encore. Et puis à l'échelle des parcelles, là, on va réaliser les plans de restauration. Et là, de nouveau, ben, ce sera un mélange d'échanges entre collègues, de visites de terrain et éventuellement d'analyses aussi réalisées. Voilà, c'est un peu globalement comme ça qu'on va commencer à travailler. Je te la parole. Bah, du coup, j'ai plus qu'une conclusion. C'était juste une petite illustration. Voilà, on démarre. Federico nous a refilé le projet, maintenant on essaie de faire au mieux. Et donc, ce à quoi on pense de manière générale maintenant, quand on démarre un projet comme ça, ben, c'est bon, évidemment atteindre les objectifs, surtout quand ils sont ambitieux, et les atteindre à temps et au mieux. Évidemment, restaurer les habitats, la biodiversité, comme l'a dit Denis, avec pragmatisme, sobriété et rigueur. Travailler main dans la main avec tous les partenaires, les collègues, les départements, etc. Et j'ai souligné volontaire. On a tendance toujours avec un live à parfois aller trop vite et laisser les volontaires derrière nous. Et donc là, on sera particulièrement attentif à ça, d'autant plus que dans les cantons de l'Est, les volontaires sont très, très dynamiques et nombreux. Travailler aussi avec les agriculteurs, puisque beaucoup de terrains seront après gérés par eux. L'action, le lourd package numéro 7, hein, veiller à la durabilité des actions après le projet, évidemment, dès le début, hein, en faisant attention comment ça va évoluer par après. Pas oublier de bien communiquer. Parfois, on a tous tendance à. En général, c'est pas l'action qu'on préfère, donc c'est de s'en souvenir tout le long du projet, quoi. Sauver le monde, ça c'est parce qu'on est tous idéalistes. Voilà, merci.